ce livre. Je vais vous faire écouter la procureure de la Cour d'appel. Procureure de la Cour d'appel. Qui effectivement... De Paris. Pardon ? De Paris. De Paris. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Procureur général. Général. Chacun rajoute. Madame Lequéo. Si vous voulez vraiment être précis, c'est procureur général près la Cour d'appel de Paris. Exactement. Cher ami, il faut l'être. Et je vous remercie d'apporter ces précisions. Je dirais l'accent de Chirac. Non, bon. Et je voulais vous faire écouter parce que cette dame dit effectivement que la justice doit retisser le lien avec les Français. Mais je voulais savoir si elle est sincère ou pas. Ou est-ce qu'elle dit ça uniquement parce qu'elle a bien compris que ça tangue ? Donc écoutez ce que dit cette dame et Madame Brugère, vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que si nous voulons recréer le lien de confiance qui est très altéré entre les Français et la justice, nous devons effectivement rendre des comptes aux Français sur la manière dont ce dossier a été traité. Elle parle évidemment du drame Liana. Est-ce qu'elle dit, selon vous, est-ce qu'elle pense ce qu'elle dit ? Je lui fais ce crédit-là, pas simplement parce que c'est ma chef hiérarchique, mais parce que je pense que sa prise de parole est assez rare et que je ne vois pas pourquoi elle viendrait dire ce qu'elle ne pense pas. C'est plutôt quelqu'un d'assez carré. Je crois qu'elle fait le constat qu'il faut faire. Elle a un discours de vérité. Ce constat, c'est qu'en effet, il y a un désamour qui est très fort aujourd'hui entre les citoyens et sa justice, mais pas que la justice, avec les politiques, avec d'autres. Mais la justice a une place particulière sur la capacité à garder une société encore un peu, j'allais dire, unie. Donc c'est extrêmement important parce que si la justice dysfonctionne, vous savez que c'est le chaos, c'est la vengeance, c'est l'auto-justice, c'est une perte de confiance sur le plan démocratique qui peut amener... C'est ça qui m'intéresse. Ce que vous dites des amours, moi je pense que ce n'est pas des amours. Ce problème, c'est un problème de crédibilité. Tout à fait. Donc vous écrivez d'ailleurs, il y a une affaire moi qui m'intéresse beaucoup, on en a beaucoup parlé, c'est l'affaire Sarkozy. Bon. Je trouve qu'effectivement, on a mis hors jeu Nicolas Sarkozy politiquement, et c'est quand même un problème pour la France. C'est un problème. Les juges se sont payés Nicolas Sarkozy. Donc aujourd'hui, il n'est plus en état de pouvoir gouverner la France. C'est quand même très ennuyeux, parce qu'on a déclenché des moyens XXL pour le coincer. Bon. Et vous l'écrivez. Les affaires politico-financières, l'affaire Fillon, les condamnations de Nicolas Sarkozy, la probable condamnation de Marine Le Pen, assortie d'une peine d'inéligibilité, ont créé un divorce profond entre le monde politique et le monde judiciaire. Le soupçon d'instrumentalisation politique des procédures judiciaires s'est déplacé des politiques sur les magistrats eux-mêmes. De nombreux articles sur la politisation de la justice ou sur un supposé coup d'état judiciaire alimentent un climat malsain sur le rôle du parquet national financier. Moi, je vais vous poser la question directement. Est-ce que le parquet national financier a fait un coup d'état judiciaire et a volontairement éliminé Nicolas Sarkozy du champ politique ? Alors, je vais déjà vous décevoir, voilà, mais je vais pas vous répondre directement. Moi, je pose déjà la question de l'intérieur, ce qui est déjà énorme. Parce que cette question, elle est posée de l'extérieur. Et moi, je la pose de l'intérieur parce que, en fait, on sent bien que la question de la responsabilité, qui revient en permanence d'ailleurs sur vos plateaux, et de la politisation, en fait, pose la question de la légitimité aujourd'hui de la justice et des acteurs surtout de la justice. Donc cette question, elle n'est pas taboue pour moi. Elle n'est pas taboue. Après, mais vous n'y répondez pas. J'y réponds pas parce que il faudrait un petit peu plus de temps que quelques secondes pour y répondre. Je vous donne un peu plus de temps que quelques secondes pour savoir si le PNF a fait un coup d'état judiciaire. Non, en fait, le PNF, la question du PNF, c'est qu'il a été créé dans une ambiance politique pour répondre à une crise politique. On s'en souvient tous. Et dans l'urgence, comme on sait faire, et comme on sait mal faire d'ailleurs, aujourd'hui, le PNF a, je pense, pris une légitimité qu'au départ, il avait du mal à prendre puisque c'était dans une crise, et c'est toujours la même chose. En fait, moi, je vais renvoyer la responsabilité aux politiques. Pourquoi ? Et je m'explique. C'est que dans cette crise politique de transparence, et vous le savez, puisque j'ai sur ce plateau là 2 éminents députés, ils le savent, ils y ont participé, il y a eu un mouvement l'avons plus blanc que blanc, les politiques doivent être plus blancs. Et à partir de là, on a eu une série de lois qui ont donné le pouvoir aux magistrats, c'est ça qu'il faut comprendre,
de prononcer des sanctions qui éliminent... Oui, mais j'entends bien, Non, mais mais quand... attendez. J'entends bien, mais quand on rentre... Pardonnez-moi, quand on parle d'association de malfaiteurs, on met ce qu'on veut là-dedans, et quand on arrive sans presse... Parce que là, vous en parlez en théorie, et puis moi, je parle précisément. Mais vous parlez d'un dossier sur lequel moi, je ne connais pas ce dossier. Donc, si vous voulez, c'est difficile pour moi d'y répondre. Je ne connais pas ce dossier. Ah, vous pouvez avoir un avis. C'est ça, le problème, c'est que personne... Vous êtes magistrat, vous travaillez avec eux, vous les connaissez. Mais moi, je n'ai pas d'avis à donner sur un dossier que j'ignore. Moi, je vous donne un avis sur J'entends. Attendez, écoutez-moi, je vous donne un avis sur le fait que ce sont bien les politiques qui ont demandé aux magistrats de prononcer des peines d'inéligibilité. C'est ça que je suis en train de vous dire. J'entends. Et donc, à partir de là, la question, c'est celle-là. Est-ce qu'il est légitime, donc je la pose aux députés ici, de nous donner ce pouvoir? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, fallait pas. Non, mais ça, c'est votre réponse. Mais en tout cas, dans la mesure où vous nous l'avez donné, il n'y a aucune raison qu'on ne l'exerce pas. C'est ça que je suis en train de dire. Mais ça, vous avez parfaitement raison là-dessus. Mais vous avez parfaitement raison, Madame Brugière. Après, vous pouvez répondre, est-ce qu'on l'exerce bien ou mal, ce qui est une deuxième question dans la question. Et c'est là où tout l'arbitraire peut jouer, dans la mesure où les politiques encore, si je puis m'exprimer ainsi, nous ont donné une latitude d'appréciation extrême. Quand vous avez la possibilité de prononcer entre... j'essaie de répondre parce que la question, elle est vraiment essentielle. Quand vous donnez aux magistrats, ce qui n'était pas le cas avant 1980, la possibilité d'avoir des marges de manœuvre énormes au nom du principe de l'individualisation, il ne faut pas, après, venir vous plaindre que les magistrats le fassent. Eh bien, il y a quelque chose d'essentiel, me semble-t-il. Les magistrats font ce qu'ils veulent, mais me semble-t-il, il faut enlever la peine d'inéligibilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a une perversion. On ne l'avait peut-être pas vu, mais il y a une perversion. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que dans la folie législative, à chaque crise, et là, avec l'affaire Liana, ça va être la même chose. Chaque drame fait que on veut tout de suite légiférer. Avec l'exécution provisoire. Je suis d'accord avec vous, mais les magistrats, en fait, ce sont les Français et qui doivent... ils votent pour qui ils veulent, les Français. S'ils veulent voter pour quelqu'un qui a fait ça, c'est leur problème. Ils vont en direct avec les Français. Donc les députés doivent, me semble-t-il, parce que au fond, en théorie, je pourrais être d'accord, effectivement, que cette peine d'inéligibilité, elle a une raison. Bien sûr. Bien sûr. Mais comme elle est utilisée, instrumentalisée... Mais ça, c'est vous qui le dites. Écoutez, tout le monde le sait. C'est moi qui le dis. Oui, c'est moi qui le dis, par définition. Mais tout le monde le pense plus ou moins. Je ne sais pas, parce que si regardez Marine Le Pen. Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, c'est un scandale démocratique. Non, mais disons-le, c'est un scandale démocratique. Et vous verrez d'ailleurs qu'après l'affaire Liana, elle va pouvoir se présenter sans doute. Un petit rappel historique. Parce que justement, je suis convaincu que après ce qui se passe en ce moment, ils doivent se dire... Ça va être compliqué. Mais ne vous mettez pas dans la tête des magistrats, vous n'allez pas y arriver. Juste un rappel. C'est possible. Sur Marine Le Pen. Non, mais c'est possible. Non, je vous assure. Mais enfin, vous ne pouvez pas, me semble-t-il. Monsieur Valigny, avec les choses. Monsieur Valigny. Non, c'était juste un rappel historique. On pourrait retrouver l'extrait facilement. Marine Le Pen, un jour, a dit que les élus accusés de détournement de fonds devaient être inéligibles elle a tort. À vie. Oui, Marine Le Pen. Exactement. Marine Le Pen. Elle a tort. Je pose une question. Oui, je vous en prie. Ça revient à ce que je viens de dire. Est-ce que vous pensez que dans l'affaire Liana, on est face à un dysfonctionnement lié à un manque de moyens qui fait que les magistrats sont débordés, donc ils n'ont pas pu traiter ce dossier, ou de la gendarmerie, etc. Ou est-ce que c'est le manque de zèle, un manque de zèle individuel, peut-être d'un magistrat qui n'a pas bien fait son travail? Alors, je vais vous répondre, et vous allez dire, c'est pas une réponse, mais c'est quand même une réponse. Moi, je suis quelqu'un de prudent. C'est-à-dire que j'attends, même si on a entendu partout, et j'ai mon appréciation en tant que magistrat sur le déroulement, j'attends le rapport. C'est terrible de dire ça, mais moi, j'attends un rapport. Je n'y suis pas. Ils vont tous être entendus, et vous allez peut-être avoir des surprises dans ce rapport. Donc, ne vous précipitez pas, parce que la chaîne pénale, c'est une chaîne complexe, où vous avez beaucoup d'acteurs. Non, mais attendez. Et à ce moment-là, on verra exactement qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi. Sur la réponse plus générale, il n'est pas, et je suis peut-être une des rares à le dire, donc je l'assume, maintenant il y a la procureure générale qui le dit, tant mieux, il n'est absolument pas exclu qu'il y ait des fautes individuelles. Mais moi, j'ai pas de problème sur la responsabilité individuelle. Il faut qu'il y ait une sanction forte. Mais s'il y a des fautes individuelles, mais pourquoi des révocations? Pourquoi révocation? Je ne sais pas. Il y a toute une palette de fautes. Elles seront appréciées en fonction de la gravité. Il y a plusieurs possibilités de fautes, d'ailleurs. On en parle peu et vous en parlez peu. Ce sont les gendarmes. On ne sait pas encore exactement ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été entendus. Donc, on verra. L'affaire Bruel, on va l'évoquer maintenant, l'affaire Bruel, et on va entendre Fanny Collin qui était interrogée sur différents médias. Et c'est l'avocate de Patrick Bruel. Il y a 3
avocats. Il y avait 4 juges d'instruction, donc il faut bien qu'il y ait 3 avocats. Et Fanny Colin a dénoncé les réquisitions du procureur qui ont paru injustifiées, notamment la demande de placement en détention provisoire, ajoutant notre sentiment et que probablement le procureur a voulu, face au retentissement médiatique que nous regrettons, en voulant donner des gages à l'opinion publique. Écoutons Fanny Colin. Mais encore une fois, il est surtout soulagé de pouvoir enfin être entendu dans ses explications. Il a répondu à toutes les questions. C'est ce que j'allais vous dire, vous insistez là-dessus. Il voulait parler, il voulait se défendre et il voulait s'expliquer devant les enquêteurs et devant les magistrats. Oui, d'abord parce que c'est le seul lieu où il convient dans ces affaires-là, c'est-à-dire des affaires judiciaires, de s'expliquer. Ce n'est pas sur un plateau télé, ce n'est pas à l'occasion d'une conférence de presse, c'est devant les autorités policières, devant les autorités judiciaires. Et je relève que depuis que cette affaire est née médiatiquement, la voix, la parole de Patrick Bruel est absolument inaudible. Et là, on lui a posé des questions, les policiers lui ont posé des questions pendant 48 heures. Après eux, les juges d'instruction. M. Bruel a pleinement coopéré et apporté toutes les réponses. Qu'est-ce qu'il vous dit hier soir ? Il nous dit qu'il est heureux d'avoir pu s'exprimer, qu'il est heureux naturellement de pouvoir rentrer chez lui. Non, pas précisément, mais combien même je m'en souviendrai, naturellement, je pense que je les garderai pour moi. Fanny Colin, qui est une remarquable avocate et qui, effectivement, défend ses clients, ce qui est important pour un avocat et qui a exprimé, effectivement, le sentiment de Patrick Bruel à l'instant. Alors, est-ce que, la question lui a été posée, est-ce que c'était une forme de victoire pour les avocats que Patrick Bruel ait évité la prison? Écoutez la réponse de Fanny Colin. Alors, ça ne s'apprécie pas en termes de victoire ou de défaite. Ce qui se passe dans le cadre d'un processus judiciaire, puisque c'est maintenant dans ce processus judiciaire que nous sommes entrés. Donc c'est une phase nouvelle qui était attendue par Patrick Bruel, puisque c'est dans cette phase-là qu'il peut enfin apporter ses explications, ses éléments et faire valoir sa défense. On va examiner au cas par cas chacun des dossiers ou des affaires, on peut les appeler, ou des plaintes qui sont déposées. Il est mis en examen donc pour 4 affaires, un viol en 2008, une tentative de viol en Belgique en 2010 et les plaintes de 2 jeunes masseuses pour harcèlement sexuel et agression sexuelle pour l'une des 2. Ces 2 dernières affaires font partie des plaintes de 2019 qui avaient été classées sans suite. Pas cette fois. Savez-vous ce qui a fait varier l'appréciation des juges? Est-ce que c'est le fait d'avoir entendu 48 heures Patrick Bruel alors qu'il avait été entendu très peu de temps et pas dans le cadre de la garde à vue en 2019? Alors, ce que je peux vous dire, et c'est une première chose qui est importante, c'est que la mise en examen, ce n'est évidemment pas la reconnaissance d'une culpabilité. Ce n'est même pas la reconnaissance d'une charge, moins encore d'une preuve que Patrick Bruel aurait commis la moindre infraction. Oui, mais elle n'existait pas en 2019, c'est pour ça que je vous pose la question. La mise en examen, c'est l'existence d'indices, c'est-à-dire d'un soupçon qu'il convient de vérifier. Et effectivement, sur 4 cas, les juges d'instruction ont considéré que ces indices existaient, qu'il fallait maintenant procéder à des vérifications. Vous m'interrogez sur les 2 dossiers de 2019 qui avaient été classés sans suite. Eh bien, je suis bien en peine de vous répondre, puisque entre ces classements sans suite et la décision de mise en examen, nous, la défense de Patrick Bruel, n'avons identifié aucun élément nouveau qui permettrait d'expliquer la mise en examen, mais encore une fois, qui donne des droits à M. Patrick Bruel, qui lui donne un accès à la procédure, la possibilité de demander des actes, notamment des confrontations ou des expertises. C'est le début, ce n'est pas la fin, c'est le début. Tout à fait. Très clair. Mais de toute façon, dans cette histoire, on a des tentations. On a toujours la tentation, en fait, de choisir un camp. On a toujours la tentation de dire tout de suite qui a gagné, qui a perdu, etc. Alors que justement, là, les victimes ont le droit, les plaignantes ont le droit d'être entendues, l'accusé a le droit d'être défendu, et la justice a le droit de faire son travail. Voilà. Dernier passage sur l'influence médiatique, et ça va être intéressant. Béatrice Brugère aura peut-être un avis. Est-ce que le climat a influencé? Je disais tout à l'heure, j'ai évidemment aucun élément. Je pense que les juges qui vont rendre la décision de Marine Le Pen, forcément, ils ont dans la tête la défiance qu'ont les Français envers la justice. Ça me paraît évident. Ça me paraît à moi, peut-être pas. Ne vous mettez pas dans la tête des juges. C'est ce que Elle vous a dit. Mais je suis d'accord avec vous, mais convenez qu'on ne peut pas dire d'un côté
ce que dit Madame le procureur d'appel tout à l'heure, procureur de la Cour d'appel, il y a une défiance sur la justice, et expliquer que la personne qui est potentiellement présidente de la République ne peut pas se présenter à une élection présidentielle, me semble-t-il, pour des faits qui sont quand même des faits qui ne sont pas d'une extrême gravité, on peut le dire comme ça ? Est-ce que je peux dire que c'est pas d'une extrême gravité ? Il y a ce qui s'est passé par exemple dans le Gers, c'est d'une extrême gravité. Ce que vous pouvez dire surtout, c'est que c'est pas c'est ancien. Ça c'est vrai. D'une extrême gravité, on verra. Moi, j'étais pas au procès. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense Parce que c'est une question de bon sens, là, j'exprime une parole de bon sens. Moi, je pense que si j'étais magistrat dans le dossier de Marine Le Pen, je vous réponds que pour moi, je ne me mets pas à la place des autres, j'aurais ça en tête. C'est une évidence. Vous voyez. Mais je ne suis pas représentante de tous les magistrats. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Alors je suis content que vous disiez ça. Oui, mais moi, je ne parle que pour moi-même. Je ne parle pas pour mon corps. Je suis parlé d'extrême gravité, mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Oui. Non, mais je suis... je parle, j'aurais en tête... Je suis content que vous disiez ça. Non, mais j'aurais en tête l'écosystème. Et je ne parle pas du fond du dossier. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi non plus, je ne parle pas du fond du dossier. Mais je suis content que vous validiez mais sinon, je n'aurais pas écrit ce livre. Pourquoi j'écris ce livre ? Excusez-moi, Eugénie. Parce qu'en fait, je ressens justement cet écosystème qui est en train de partir dans une forme de déflagration. J'avais écrit, vous l'avez cité, mais je vous en remercie, Justice, la colère qui monte. Je crois qu'on y est. La responsabilité des magistrats, j'ai dit, ça sera le prochain sujet. Attention. En fait, ça s'appelle Alarme, ce petit livre. Alerte, plus exactement, pardon. Parce que je sais que ce sujet est là. Pourquoi ? Parce que sur tous les plateaux télé, on pense que les magistrats n'ont aucune responsabilité. D'ailleurs, on a entendu des choses, on reviendra peut-être là-dessus. C'est pas vrai. Mais sur la responsabilité de l'acte juridictionnel, c'est l'acte juridictionnel. Parfois, vous dites, non, mais c'est quoi cette décision ? Vous venez de le dire à la fois, c'est trop sévère, c'est pas assez sévère. Ça, c'est l'acte juridictionnel. Là-dessus, il n'y a qu'une façon de rendre compte, ça s'appelle l'appel. C'est notre système qui est comme ça. Or, là-dessus, il y a une crise démocratique. Oui. On sent que là-dessus, il n'y a pas d'appel. Dans l'affaire Liana, ce n'était pas une question d'appel. Non, mais non. Alors une là, question d'inaction. Oui, là, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire par là, vous êtes d'accord, vous passez votre temps à dire non, on n'aurait pas dû faire ci, on aurait dû faire ça. Mais vous avez le droit. Moi, j'ai pas. Vous êtes l'écho aussi de ce que les citoyens peuvent. Mais écoutez, moi, j'exprime une parole de bon sens. Exactement. Il y a un pédophile qui est dehors et on met un ancien président de la République en prison. Oui. Voilà ce que j'exprime. C'est aussi simple que ça. Et beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce que je dis là. A contrario, et c'est pas du tout pour vouloir être désagréable avec vous, c'est pas du tout mon style. Non. A contrario, vous avez le droit. Attendez, on n'a pas fini l'émission. A contrario, les hommes politiques doivent aussi accepter qu'ils doivent être traités ni plus ni moins, je suis d'accord avec vous, que tout autre citoyen. Ni plus ni moins. D'ailleurs, l'affaire Patrick Bruel, 4 juges d'instruction. Je n'ai pas entendu personne parler de ça. C'est beaucoup. Qui me semble beaucoup plus intéressant d'ailleurs que la décision de la détention provisoire. Eugénie Bastier, puis après on va écouter une dernière fois. Non, mais moi je pense qu'il faut quand même... je suis d'accord avec vous sur les excès de la procédure sur Sarkozy, mais il faut quand même que les politiques soient surveillés et jugés. C'est pas... en démocratie, ça me semble aussi légitime. Oui, qui est quand même vous avez parfaitement raison. Quand même un parquet national financier, ça me semble pas illégitime en démocratie. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est il y a un problème de laxisme judiciaire, mais aussi un problème de moyens. On dépense 11 milliards pour la justice. La sécurité sociale en France, c'est 600 milliards. Les retraites, c'est 400 milliards. Vous imaginez les montants ? Nous avons choisi, en fait, l'État-providence au détriment de l'État régalien. Et à un moment, il va falloir faire une bascule. Parce que l'État régalien, la justice, pour moi, c'est une des compétences primordiales de l'État. La justice, la défense, l'intérieur, la protection, la sécurité, ça devrait être au-dessus de l'État social. L'État social, il arrive après, dans un second temps. Mais d'abord, il y a l'État régalien. Et aujourd'hui, ces dernières années, on a fait un choix d'être que dans l'État social et de détricoter l'État régalien. 11 milliards pour la justice, 1000 milliards pour l'État social. Voilà la France. Je vous remercie, je suis tout à fait d'accord. Un mot pour reprendre ce que disait Béatrice Brugère. André Valigny. Si j'ai bien compris sa pensée et je la partage, il ne faut pas mélanger la justice de droit commun, pénale de droit commun, et la justice pénale des affaires politico-financières. Les deux doivent être menés de front. Pourquoi on devrait choisir entre l'une plutôt que l'autre ? Sarkozy, Le Pen, ce sont des procès qui ont mis en cause des atteintes à la morale publique. Donc il faut que la justice passe. Et par ailleurs, l'affaire Léana est une affaire horrible de droit commun. Pourquoi choisir entre les deux justices ? Les deux doivent être menés de front. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur les affaires politiques ? Parce que ça vous occupe beaucoup et je comprends. Moi, dans ce livre, vous verrez si vous avez le temps de le lire, je parle justement du déficit démocratique et du soupçon permanent sur la justice économique et financière.
Je pense que ce qui choque et ce qui est choquant, donc je l'assume, c'est le traitement différencié. C'est-à-dire qu'en France, on a un système d'opportunité des poursuites et les magistrats du parquet, puisqu'on parle du PNF, mais tous les magistrats du parquet ont une latitude de choix de procédure, de temporalité, de timing, etc., etc. En Italie, pour résoudre ce problème en disant pourquoi il y en a un qui est renvoyé, l'autre qui n'est pas renvoyé, Mélenchon n'est pas renvoyé, n'est même pas mis en examen, François Bayrou va passer en appel avant qu'il y en ait un qui était jugé, bref, alors que ce sont les mêmes faits, ce sont les mêmes infractions. Pourquoi il y en a un qui va vite, l'autre qui va pas vite? On peut résoudre cette problématique qui est réelle avec un système que font les Italiens sur les affaires économiques et financières de l'égalité des poursuites. C'est-à-dire que tout le monde est poursuivi de la même façon et avec la question du juge naturel qui est constitutionnalisé d'ailleurs en Espagne et en Italie. On ne choisit pas ses juges, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des compositions ad hoc. Tout le monde a le même traitement, etc., etc. En France, tout notre système est sur l'opportunité des poursuites. Et ça vous fait une transition avec l'affaire Liana, parce que ce que je dis est vraiment aussi de la justice du quotidien. Pourquoi je classe cette affaire? Pourquoi je classe pas cette affaire? Parce que là, j'ai pas de moyens, parce que là, j'ai plus de temps, parce que là, j'ai... En fait, c'est ça qui crée de l'arbitraire. C'est-à-dire que notre système d'opportunité des poursuites qui est peu analysé, aujourd'hui, a été très intéressant pour éviter d'être complètement débordé. Et c'est un tri intelligent. Est devenu aujourd'hui, en fait, autre chose. C'est devenu une gestion de flux et de stock. Et selon certaines personnes, on va mettre énormément de temps. On va prendre plus de temps et d'autres moins de temps. Et c'est là que le soupçon se met. Et c'est pour ça que là, c'est intéressant. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais vous auriez dû. Un peu technique, mais on a compris. Je sais pas. Non, mais c'est un enjeu important. On a compris, mais en Italie, ça marche pas. Non, mais c'est vrai que je comprends Béatrice Brugère. Non, mais il faut réformer, il ne faut pas que critiquer, c'est pour ça. Non, mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut parfois du temps, que je suis un peu... comment dire, je vous interromps de temps en temps pour synthétiser, et je comprends évidemment que vous avez besoin un peu de temps pour développer des choses qui sont complexes et qui demandent de la nuance. Et c'est pourquoi je ne vous ai pas interrompu.